Donc bonjour à tous et bienvenue dans la première vidéo d'A priori une assez longue série vu que on sera confiné a priori jusqu'aux vacances d'avril et on compte les vacances d'avril, ça fera donc un mois et demi sans se voir. Vous n'êtes pas sans le savoir, pendant ce temps les cours vont continuer. Donc je vais vous expliquer un petit peu dans un premier temps comment tout ça va se passer. Donc ce qui va être important, c'est que le volume horaire d'histoire-géographie va être maintenu. C'est-à-dire cette semaine, je vous ai 5 heures, vous allez travailler 5 heures. C'est pas pour autant que vous êtes obligé de respecter exactement les horaires de classe habituels. Vous pouvez travailler comme bon vous semble aujourd'hui. Le principal, c'est que vous travaillez les 2 heures demandées. Vous inquiétez pas, il y aura des activités, il y aura du travail, ça durera 2 heures, il y aura aucun souci, je m'en fais pas. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, je vais un petit peu plus expliquer comment vont fonctionner les futures séquences et comment je vais vous évaluer tout ça. Donc, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement des cours durant le confinement. Donc, comme je vous ai dit, on va faire des activités, on va continuer les cours, on va continuer comme d'habitude. C'est-à-dire, comme d'habitude, qu'il y aura des notes. Et comment m'assurer que tout le monde fasse bien le travail? C'est-à-dire, eh bien, la manière, elle va être assez simple, c'est que je vais ramasser aléatoirement un tiers de la classe à chaque activité. C'est-à-dire que vous allez tous m'envoyer les travaux que vous avez réalisés, et moi, je vais en piocher 13, 14, 12, on verra. C'est pas pour autant que, en rendant un devoir, après, vous êtes tranquille. Comme je vous ai dit, vous allez être tiré au sort aléatoirement. Ça veut dire que vous pouvez être évalué plusieurs fois. Vous pouvez être évalué sur 2 des 3 activités ou 3 des 3 activités. Voilà. En tout cas, tout le monde aura une note, au moins une. On verra après comment ça se passe. Donc, ça, c'est un petit peu pour les modalités d'évaluation et comment m'assurer que vous fassiez le travail. Cependant, comme je vous ai bien dit, on reste donc dans des semaines de classe un peu étranges, mais des semaines de classe tout de même. Donc, il faut que vous travaillez. Et donc, c'est pour ça que tout travail non fait exposera à des sanctions et de mauvaises notes. Qu'est-ce que ça veut dire des sanctions? En sanction, vous allez pouvoir avoir par exemple un devoir supplémentaire à faire ou éventuellement des heures de retenue à la rentrée. Voilà, donc vous devez travailler comme d'habitude, il n'y a pas de questions à se poser. Donc voilà un petit peu pour les modalités d'évaluation. Euh, Petit point à rajouter également, c'est que à la rentrée, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais à la rentrée, vous aurez un DS qui portera sur tout ce qu'on a pu voir pendant cette période un peu troublée. C'est-à-dire que je vous donnerai une fiche de révision et ce sera un devoir de connaissance pur et dur, juste pour m'assurer que le travail a été fait. Voilà. Mais on en reparlera quand ce sera le temps. Pour l'instant, c'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, ça va être comment est-ce que ces cours vont se passer. Donc ces cours, ils vont être dispensés de la façon suivante. Donc des vidéos, il y en aura assez régulièrement. Soit au début de chaque chapitre, soit entre les chapitres pour vous expliquer une activité en particulier ou un point en particulier qui peut poser problème. Donc je vais essayer de faire ces vidéos le plus possible. Le setup est pour l'instant un petit peu compliqué, mais ça s'améliorera au fur et à mesure. Euh, Concernant les corrections des activités, je vous enverrai des corrections une fois que vous m'aurez renvoyé en fait vos travaux. C'est-à-dire que tout va se faire en autocorrection. Vous allez comparer ce que je vous donne avec ce que vous avez pu rendre vous. Donc c'est comme ça que ça se passe en cours, c'est comme ça que ça se passera à la maison. À part que on sera un petit peu plus loin. Néanmoins, s'il y a des questions, je reste évidemment toujours disponible, donc à l'adresse m.martinvdd@gmail.com ou sur Pronote, donc je répondrai le plus vite possible. Idéalement, contactez-moi par mail parce que les réponses sont immédiates. Sur Pronote, j'ai une notification parfois 20 ou 30 minutes après. Donc essayez plutôt de privilégier mon adresse mail. Donc voilà un petit peu pour les modalités des cours et des évaluations lors de ces futurs chapitres. Donc maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir avec la question du thème 3 de géographie des mobilités généralisées. À partir de là, la vidéo, vous pouvez la mettre sur pause pour avoir le temps d'inscrire ce que je vous projette au tableau. Au tableau, non. Vous pourrez avoir le temps d'écrire dans vos cahiers, parce que ça reste un cours normal, je rappelle. Donc, thème 3 des mobilités généralisées. Vous pouvez noter ça. Euh, des mobilités, ça veut un peu tout et rien dire à l'heure actuelle. Des mobilités, ça peut être de
plein de types. Et justement, avant de travailler ça, on va un petit peu essayer de voir quels types de mobilité peuvent exister. Donc on voit dans les deux cas des photos qui sont prises aux alentours de la Méditerranée. On voit sur la première une photo qui est prise à Nice, une photo de touriste en bas à droite, et en haut à gauche on peut voir un bateau de migrants dans la Méditerranée toujours. Alors, quelle va être la principale différence entre ces deux photos? La première différence, ça va être évidemment les raisons qui vont expliquer ces mobilités. On va avoir généralement une mobilité choisie en bas à droite, donc pour les touristes, c'est eux qui vont décider d'aller ici pour se détendre, se reposer, alors qu'en haut à gauche, on va avoir des migrants qui vont parfois être forcés à partir, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre dans un pays en guerre, ou alors ils peuvent vivre dans des conditions économiques désastreuses, ils peuvent vivre dans un contexte social ou politique très particulier, voilà, c'est plein de choses qui vont un petit peu justifier tout ça. Donc ça va être vraiment la première et la principale différence entre ces deux types de mobilité. Et ça tombe bien parce que ces deux types de mobilité, ça va être nos deux chapitres de géographie. À savoir le premier qui va s'intituler Les migrations internationales et un deuxième qui portera sur le tourisme qu'on verra un petit peu plus tard. Donc chapitre 1, les migrations internationales. Donc c'est bien beau un titre comme ça, mais qu'est-ce que c'est une migration? Une migration, c'est le déplacement d'une population quittant son lieu de résidence pour s'installer dans une autre. Donc ça, vous devez le noter, hein, évidemment. Donc déplacement d'une population quittant son lieu de résidence pour s'installer dans une autre, d'accord. Mais le problème, c'est que cette définition de migration va soulever deux autres définitions, à savoir quelle est la différence entre un émigrant et un immigrant. Ben, en fait, la différence, elle va être assez simple. Un émigrant, c'est quelqu'un qui va quitter son pays pour aller s'installer dans un autre. Donc émigrer, c'est quitter son pays pour aller s'établir dans un autre. Un immigrant, ça va être exactement l'inverse. Un immigrant, ça va être quelqu'un qui va entrer dans un nouveau pays pour s'installer. Donc émigrer, c'est entrer dans un pays étranger pour s'y établir. Donc voilà un petit peu les trois grandes définitions qui vont sous-tendre notre chapitre. Il y en aura d'autres, mais c'est les trois premières qui vont être importantes à maîtriser et que vous allez devoir mobiliser dans notre toute première activité. Cette toute première activité, elle va concerner un espace qui est assez proche de nous finalement, mais qui est vraiment un foyer, un cœur des migrations européennes. Cet espace, ça va être le bassin méditerranéen. Mais avant ça, je vais vous poser la problématique, donc à savoir comment les mobilités internationales impactent-elles les territoires. En effet, un habitant qui va quitter son pays, ça va avoir des conséquences dans son pays, mais ça va également en avoir dans le pays dans lequel il arrive. Donc ça va vraiment être ça, la question qui va sous-tendre un petit peu tout notre chapitre, c'est comment les mobilités internationales peuvent impacter les différents pays, les différents territoires de manière générale. Voilà. Donc maintenant, ceci étant dit, on va pouvoir commencer cette étude de cas dont je vous ai parlé il y a un instant, à savoir les migrations dans le bassin méditerranéen. Donc ça également, vous pouvez le noter. C'est une étude de cas introductive qui nous permettra après de mieux comprendre le reste du cours. Donc comme je vous ai dit, le bassin méditerranéen, c'est un espace qui est vraiment très important d'un point de vue des migrations. Il y a énormément de migrations et vous avez sûrement pu l'entendre dans les médias ou sur Internet ou je ne sais quoi, ces migrations vont avoir tendance à s'accentuer pour tout un tas de raisons. Toutes ces raisons, on va essayer de les étudier dans justement cette étude de cas. Et comment elle va se présenter cette étude de cas? Eh bien, je vais vous montrer ça immédiatement. Donc, comme d'habitude, même format, ça vous l'avez sur Pronote, je vous l'ai donné, donc normalement il n'y a pas de souci. Et donc ça va avoir un petit peu le même format que d'habitude. Je m'explique. Donc vous avez environ 1h30, 2 heures pour faire cette activité. Vous pouvez prendre un petit peu plus, un petit peu moins, ça dépendra. En tout cas, le fait est que vous avez un certain temps donc, pour réaliser cette activité. Cette activité, elle va être composée donc, de plusieurs documents et de plusieurs questions auxquelles vous allez devoir répondre. Une fois que vous aurez répondu à ces questions, vous aurez une carte mentale à compléter. Enfin, à compléter. Je m'explique. C'est la première fois que je vais vous laisser faire tout seul votre carte mentale. Les cartes mentales, on en a fait énormément en classe. Vous commencez normalement à être rodé avec ces systèmes. Donc cette fois-ci, ça va être à vous de faire cette carte mentale. Donc je vous laisserai la faire sur une feuille, etc.
Je vous donne quand même quelques indications pour ça. C'est-à-dire, il y a écrit ici que la carte mentale sera réalisée par vos soins et comportera 3 axes principaux portant sur les causes des migrations, leurs conséquences et le voyage des migrants. Donc vous doutez bien, ça va être les 3 grandes branches en fait de notre carte mentale. Vous ajouterez autant d'axes secondaires que nécessaire. Ça, ce sera vous, avec ce que vous avez pu trouver dans les documents et éventuellement ce que vous savez. Vous allez pouvoir mettre autant d'axes secondaires que vous voulez. Vous prendrez en photo la carte mentale avec votre nom et prénom. C'est important parce que par email, je ne sais pas forcément qui vous êtes, si jamais votre adresse mail est un petit peu alambiquée. Donc je vous demande de prendre en photo avec votre nom et prénom sur la carte mentale. Et évidemment avec la meilleure qualité possible. Si vous m'envoyez une photo toute pixelisée, ça va être compliqué pour moi de vous évaluer. Et j'ai pas envie de vous mettre une mauvaise note juste parce que je ne peux pas lire ce que vous m'avez envoyé. Et vous l'enverrez à l'adresse suivante, je la répète encore une fois, m.martinvdd@gmail.com. Pour l'instant, on va faire ça par mail. Après, si Atrium fonctionne, on verra ça un petit peu plus tard, peut-être qu'on passera sur Atrium. On verra ça en temps et en heure, on va faire quelques tests. Point suivant, les élèves tirés au sort seront évalués selon la grille suivante. Évidemment, il y a une grille d'évaluation. Je ne vous ai pas demandé cette fois-ci de faire d'auto-évaluation parce que c'est compliqué pour moi de ramasser vos feuilles. Vous vous doutez bien. Donc, il y aura simplement une évaluation, une appréciation de ma part. Cette grille d'évaluation, elle est composée de 4 axes. La première, la carte mentale reprend les axes proposés. Jusqu'ici, a priori, rien de très compliqué. Donc sur un point. Maintenant, le point qui va rapporter le plus, on va dire, ça va être le deuxième, sur 5. La carte mentale reprend les informations principales des différents documents. Il y a plusieurs choses ici à comprendre. Information principale, ça veut dire qu'il va falloir faire du tri. Une carte mentale, ça ne peut pas avoir 100 axes différents. D'accord? Donc il va falloir faire un tri et essayer d'organiser, de hiérarchiser les différentes informations que vous allez pouvoir trouver. C'est pour ça qu'il y a des questions, c'est pour essayer de vous orienter un petit peu. Ensuite, deuxième point, vous avez utilisé les notions, et le troisième point, pardon, vous avez utilisé les notions et termes spécifiques au chapitre. On a vu des définitions, ce serait bien de les réutiliser. Donc ce critère est évalué sur 3 points. Et enfin, quatrième et dernier point, la carte mentale est soignée. Ça a l'air simple, mais s'il vous plaît, comme déjà je ne les aurai pas en main propre, si vous m'envoyez une carte pas soignée, une carte mentale pas soignée, ça va être compliqué pour moi de bien vous évaluer. Du moins de vous évaluer dans de bonnes conditions. Ceci étant dit, je vous souhaite bon courage pour cette activité et à mercredi.